que les pays les plus inégalitaires sont ceux où la population est en moins bonne santé. Alors on peut le comprendre pour les plus pauvres, ils ont encore moins accès à des services de santé et ils ne peuvent pas payer. Mais étonnamment, être très riche dans un pays très inégalitaire vous expose à être en moins bonne santé qu'être moins riche dans un pays plus égalitaire. La passion amoureuse ne dure pas. C'est une vérité d'expérience. Celui qui vous dit on vit ensemble depuis 10 ans, je suis aussi amoureux qu'au premier jour, est soit un crétin, soit un menteur. Plus vraisemblablement les deux. Il y a 20 ans, j'avais contribué assez largement à porter EDF vers le marché, comme quoi il n'avait pas soulevé toutes les contradictions. Mais donc ça ne m'a pas gêné de revenir 20 ans plus tard, diriger EDF à 100% détenu par l'État, parce que je pense que c'est assez clair de comprendre pourquoi l'État a voulu faire ça, c'est donner cette perspective de long terme qui est essentielle à l'action de l'entreprise. C'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Cher public, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence de symposium Centrale Supélec. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. L'annonce de votre venue a suscité au sein de notre école surprise et engouement. Figure politique connue et reconnue, vous avez marqué à la fois la scène nationale et internationale. Il y a un peu plus de 20 ans, c'est en effet porté par votre voix que la France a su marquer l'histoire. À une époque d'enlisement des conflits au Moyen-Orient, notamment avec la guerre en Irak, l'État français, sous votre impulsion, a affirmé sa position claire et courageuse en faveur de la souveraineté des nations, du respect du droit international et de la recherche de solutions pacifiques. Ce n'est certainement pas un hasard si ce 14 février 2003, votre destinée et celle du pays se croisent. Votre parcours personnel est marqué par une riche expérience internationale, et ce, depuis le plus jeune âge. Le Maroc vous a vu naître. Les États-Unis et le Venezuela vous ont vu grandir. Cette expérience culturelle s'est doublée d'un parcours académique des plus brillants. Titulaire d'une licence de droit, diplômé de Sciences Po, mais également de l'École nationale d'administration, vous marchez dans les pas de vos aïeux, tous diplômés des plus grandes écoles françaises. Votre engagement, vous l'avez débuté dès vos premières années dans la fonction publique, manifestant une volonté de servir l'État et de contribuer au bien commun. Vous commencez votre carrière comme diplomate aux États-Unis, puis c'est votre franchise qui semble avoir été la clé d'une entrée en politique que vous qualifiez d'accidentelle. Votre collaboration avec Jacques Chirac commence en effet par, je cite, une engueulade. Il est alors maire de Paris et vous êtes invité à travailler et relire un de ses discours. Ce discours, vous le jugez inepte et menacez le futur président de devenir, en le prononçant, zozo de la vie internationale. Jacques Chirac est marqué par votre franc-parler qui fait habituellement défaut à la classe politique. Et lorsqu'il est élu président en mai 1995, il vous nomme secrétaire général de la présidence de la République. Vous serez ensuite nommé ministre des Affaires étrangères à sa réélection, puis ministre de l'Intérieur, avant d'arriver à Matignon en 2005. Que ce soit en tant que conseiller, haut fonctionnaire ou ministre, vous avez mis vos compétences et votre expertise au service des citoyens. Votre carrière politique s'est construite progressivement, portée par une vision claire et des valeurs solides.
elle s'est doublée d'une activité professionnelle dense. Avocat, vous êtes également un auteur prolifique et abordez des thématiques telles que la politique, l'histoire ou encore la poésie. Aujourd'hui, quelque peu en retrait de la scène politique, vos interventions continuent d'être remarquées. Pas plus tard qu'hier, vous avez été ovationné à la Fête de l'Humanité. Philippe Poutou lui-même, pourtant réputé éloigné, voire très éloigné de vos idées politiques, a exprimé son souhait de vous voir à Matignon. Mais que retournons-nous de tout cela? Vous êtes un homme d'État engagé pour la cause de votre pays, incarnant avec force les valeurs de la France et dont l'action a su s'inscrire dans le temps long. À l'heure où la temporalité sociale et politique s'accélère, où chaque décision est soumise à la pression de l'instantanéité et du court terme, vous incarnez la rare capacité à penser au-delà de l'urgence, à prendre du recul et à inscrire vos décisions dans une vision durable. À l'heure où nos concitoyens se détournent de la question publique et sont tenus à l'écart de la compréhension d'une situation politique complexe, vous plaidez pour une démocratie engagée et engageante, se faisant non pas in vitro, mais in vivo. En bref, pour une démocratie qui se souvient de son étymologie. À l'heure où les dirigeants français flirtent avec les limites de la Constitution, dans un monde où la plus élémentaire des compassions humaines manque à beaucoup, vous incarnez un retour aux bases. Votre position légèrement en retrait vous permet de vous positionner sur des sujets centraux, avec une forme de respectabilité qui fait consensus. En 2003, vous confessez « Derrière l'urgence de chaque jour, je rêve d'une parole qui défriche, d'une parole qui sauve. » Ce soir, laissons place à cette parole. Merci beaucoup Salomé pour ce très joli discours introductif. Bonsoir cher public, merci d'être avec nous ce soir pour une nouvelle conférence au sein de Centrale. Dominique de Villepin, bonsoir et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre échange, souhaitez-vous en quelques mots réagir à ce discours qui vient d'être prononcé par Salomé? D'abord, je veux la remercier pour son discours, parce qu'il est empreint d'une qualité qui n'est pas celle de l'époque, il est bienveillant. Et on peut dire beaucoup de choses avec la bienveillance, y compris beaucoup de critiques, et je compte sur vous ce soir pour ne pas vous en priver. Alors, elle a oublié une chose, qui est sans doute dans mon parcours scolaire ce qui m'a le plus marqué, j'ai fait une licence de lettres. C'est à peu près la seule chose qui m'ait jamais été utile et qui m'ait jamais intéressé. Donc, je le rappelle. Et deuxième petit point, on est passé de « il engueule Jacques Chirac » à « il devient secrétaire général de l'Élysée ». Entre les deux, il s'est passé, c'était en 1980 pour l'engueulade, et secrétaire général de l'Élysée, c'est 15 ans plus tard. Et dans ces 15 ans, c'est beaucoup de nuits blanches, beaucoup de dossiers, beaucoup de notes, beaucoup de rapports, beaucoup de réflexions, beaucoup de réunions, parce qu'on ne passe pas de l'Élysée d'une engueulade simplement et sans rien d'autre. Donc il faut quelque chose de plus. La politique, c'est un engagement long et difficile. Voilà. Pour le reste, je suis à vous. On reviendra sur ce qui a marqué votre carrière politique un petit peu plus tard dans la conférence, mais pour l'instant, on va essayer de tâcher de répondre à une question. Qui êtes-vous, Dominique de Villepin? Alors, vous êtes né au Maroc, à Rabat, puis avez passé votre enfance à voyager entre Afrique, Europe et Amérique. Vous avez notamment passé et obtenu votre baccalauréat au Venezuela. Comment ces voyages, cette jeunesse en mouvement vous a-t-elle construit? Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis né dans les temps de la décolonisation au Maroc. Donc la France y était là-bas implantée historiquement. Et donc j'ai vu la fin d'un monde. Et je dois dire que c'est sans doute parmi les choses qui m'ont beaucoup marqué. J'ai grandi avec l'histoire qui était en marche, l'histoire de la décolonisation. Je l'ai revu évoluer au Venezuela, dans des temps où ce pays n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. C'était une sorte d'avant-pétrole
donc une démocratie tâtonnante qui se cherchait, avec des inégalités monumentales. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Et c'est cette confrontation avec cette autre culture, ces autres cultures, cette volonté d'essayer de comprendre le gamin qui, dans la cour d'école, n'avait pas eu la chance que j'avais eue moi, et de partager avec donc tous ces autres enfants quelque chose de plus. Donc cette vie dans le monde, doublée du fait que j'ai eu la chance d'appartenir à une famille et à un père qui avait choisi délibérément, au lendemain de la guerre, d'aller vivre à l'étranger, ce qui n'était pas l'étranger dans un premier temps, parce qu'il a d'abord commencé sa carrière en Algérie, puis après au Maroc, puis après en Australie, puis après en Amérique latine, aux États-Unis et ailleurs. Mais le fait de vivre dans le monde, c'était sa passion. Donc j'ai vécu à partir de 5 heures du matin avec mon père tournant le bouton de la radio pour capter des radios du monde entier et avoir des nouvelles du monde entier. Donc j'ai grandi avec la guerre du Vietnam, j'ai grandi avec tous les conflits et tous les coups d'État, et c'était ça qui le passionnait, et c'était ça qu'il voulait partager avec nous. Donc ce monde, ça a été véritablement pour moi ma famille. J'étais partie prenante de ce qui se passait partout, et les conversations au déjeuner et au dîner tournaient autour de l'actualité du monde, comme si ça concernait une vieille tante ou un cousin. Donc oui, ça m'a profondément transformé, et ça a introduit dans la vie de tous les jours chez moi une inquiétude. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour vivre séparé du monde ? Comment est-ce qu'on se réjouit d'un certain nombre d'événements quand on sait que des choses terribles se passent ailleurs ? Donc comment on divise, comment on s'organise en conscience pour ne pas participer de la souffrance du monde et qui vous entoure ? Pour vous donner un exemple et essayer d'être un peu concret, l'un de mes premiers chocs, j'allais dire politiques, c'était un bon père blanc, donc il n'avait pas de raison de faire de la politique, il était missionnaire, qui était mon professeur en sixième, a été lorsqu'un jour, regardant vers la fenêtre, on voyait la grande plaine de Caracas, et dans le pourtour de la plaine, ce qu'au Brésil on appelle les favelas, c'est ce qu'à Caracas on appelle les ranchitos, c'est-à-dire des petites maisons de carton multicolores, et qui mangent le flanc de la montagne. Et il a regardé ces petites maisons. Il nous a regardés et il nous a dit, vous savez, un jour, tous ces jeunes qui sont là-bas, ils descendront de leur montagne et ils ravageront vos maisons, ils violeront vos mères, vos filles, etc., vos sœurs. Et j'ai compris le paramètre incroyable de violence que je vivais tous les jours dans la cour de récréation, tant les expériences culturelles des uns et des autres étaient différentes, que je vivais à la sortie de l'école, cette violence permanente. Mais là, vous tombez dans une réalité qui est celle des rapports de force, des rapports de haine, du regard de l'autre, ce qu'on a vécu dans nos banlieues françaises. Quand on vous regarde mal ou quand vous regardez mal, vous savez que c'est le risque et le danger qui va apparaître. Cette réalité-là, c'est celle que j'ai vécue enfant. Et donc, il a fallu assumer ça, le vivre avec, et essayer d'en tirer le meilleur. Et inévitablement, j'en suis arrivé très jeune à l'évidence, à la conclusion, que je voulais travailler dans le service public et servir l'État français. Alors, pour continuer sur votre enfance, j'ai lu une anecdote rapportée par Le Figaro. Vous étiez le seul élève du lycée français de Caracas à faire la grève en 68. Vous vous justifiez en expliquant que la jeunesse de 68 était porteuse d'un autre idéal, d'une autre vision du monde. Dans quelle mesure cet idéal s'est ensuite manifesté dans votre carrière politique et dans votre vie ? J'ai jamais pensé qu'on pouvait séparer l'idéal de la réalité. Vous savez que c'est une des grandes réflexions de la politique étrangère, où d'un côté, il y a l'école des idéalistes, qui est celle des droits de l'homme, et de l'autre côté, l'école des réalistes, qui considèrent qu'il ne faut regarder que les rapports de force, que les faits, et ne pas mélanger les deux. Moi, je pense qu'on ne peut pas vivre sans intégrer l'idéal et la réalité. Et il faut en permanence essayer de le faire. Alors, je vais vous donner un exemple d'idéaliste qui confine à l'aveuglement. Le CPE.
le CPE, contrat première embauche, j'étais Premier ministre. Je suis sans doute, de la Ve République, le moins libéral de tous les premiers ministres qui se sont succédés. Et j'ai été confronté en 2005, à la fin 2005, à la crise des banlieues. La crise des banlieues qui a marqué ce fossé géographique, culturel, avec des ghettos urbains, des ghettos sociaux, dans lesquels une jeunesse se développait sans avoir la perspective d'intégration la plus petite qui soit. Et nous étions confrontés à l'évidence de jeunes à qui on ne proposait jamais un stage et à qui on ne proposait jamais un emploi, parfois avec des bacs plus 8, plus 10, jamais. Et je me suis dit, comment faire en sorte pour que ces jeunes puissent rentrer dans l'emploi? Et l'idée d'avoir un contrat avec une période d'essai de 2 ans, c'est la garantie que ce jeune pourra connaître son patron, que le patron le connaîtra sa copine, ses parents, et se dira à la fin, je le garde. Parce qu'on ne renvoie pas quelqu'un qu'on a formé, et on ne renvoie pas quelqu'un dont on connaît la personnalité, et on s'attache. C'est ce que j'ai dit aux syndicats que j'ai reçus les uns après les autres, pour les informer de mon souhait de faire un contrat spécial pour permettre à cette jeunesse. Évidemment, ça ne concernait pas les centraliens, ça ne concernait pas les polytechniciens, ça ne concernait même pas les facs de sociologie et les facs de lettres. Mais le Conseil constitutionnel fait qu'on ne peut pas prendre une mesure pour une catégorie de la jeunesse. Vous êtes obligé de prendre une mesure pour tous. Donc ce contrat, évidemment, chacun a pu considérer qu'il était pour lui. Et les syndicats, qui s'occupent de beaucoup de choses, mais d'abord des salariés et pas des jeunes des banlieues, se sont immédiatement mobilisés et m'ont dit « mais non, nous, ça ne nous concerne pas ». Et je leur ai dit « mais proposez-moi quoi que ce soit ». Je revois Jacques Chirac dans mon bureau, proposez-moi quoi que ce soit, je l'appliquerai. Il n'y a pas eu de proposition, j'ai appliqué le CPE. Donc qui était pour moi une mesure sociale, pas du tout une mesure libérale, une mesure à destination des jeunes les plus défavorisés et des jeunes des banlieues, et le résultat, vous le connaissez. Donc l'idéal qui a été le mien a été trahi par une réalité qui est celle des rapports de force, qui est celle de la symbolique, et puis qui est celle du jeu politique. J'ai eu la chance d'avoir un très bon ministre de l'Intérieur. Et ce ministre de l'Intérieur, évidemment, a été tenté de prendre langue avec un certain nombre de syndicats, y compris étudiants, pour leur dire tout le mal qu'ils pensaient de cette mesure. Et mon gouvernement en a payé les pots cassés. On va parler maintenant d'un autre idéal que vous avez défendu. Dans ses mémoires, votre confrère du Quai d'Orsay, Gérard Haraud, que nous avions reçu à Symposium l'année dernière, explique à propos de votre discours à l'ONU s'opposant à la guerre en Irak, un tel moment justifie une vie. Dominique de Villepin, considérez-vous aujourd'hui que ce discours justifie une vie? Alors non. Je pense là-dessus exactement comme Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy parle de quart d'heure warolien. On en pense ce qu'on veut, mais un discours ne peut pas justifier une vie. Un engagement justifie une vie. Et c'est pour ça que, oui, l'engagement qui fut le mien avec Jacques Chirac en Irak, c'est exactement le même qui est le mien pour la cause des banlieues en 2005 ou 2006, 2005-2006, c'est le même qui me fait me mobiliser contre la guerre de Libye. C'est le même qui me fait sonner l'alarme en 2013, au moment de l'intervention au Mali, en disant, bon, pourquoi pas une intervention ponctuelle, mais l'idée de faire débarquer des soldats français qui, 15 jours plus tard, deviendront des soldats d'occupation dans tout le Sahel, c'est une immense connerie. Donc je me suis battu contre les interventions militaires qui, en général, sont sans objectif politique, à durée indéterminée et qui conduisent à des catastrophes, comme la catastrophe qu'on a vue au Moyen-Orient, et qui donc ne sont porteuses d'aucun type de solution. Oui, cet engagement contre ces guerres qui ont vocation au changement de régime, qui ne prennent pas en compte la réalité du monde, qui ne prennent pas en compte le risque de cassure du monde entre des peuples qui n'ont pas la même expérience historique, et on le voit très clairement face au monde décolonisé qui vit avec cette idée du ressentiment par rapport à l'Occident. Et ma crainte, depuis le départ avec Jacques Chirac, en 2003, c'était que, entraîné par ce traumatisme du 11 septembre 2001,
l'Amérique, portée par la peur et par la volonté de vengeance, ne cède à l'hubris qui consiste à vouloir changer le monde par la force. Et ça, je me suis battu de toutes mes forces depuis cette date, avec la conviction que ce n'était pas ça le cercle vertueux. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, l'enjeu de Gaza est si important sur le plan symbolique. C'est que c'est l'occasion de réaffirmer la possibilité de retrouver un objectif politique, de répondre à une nécessité, la création d'un État palestinien capable de vivre en paix à côté de l'État d'Israël, ce qui permet à la fois d'apporter de la sécurité à Israël, sécurité qu'on ne peut pas obtenir par les forces armées. Et le drame, la tragédie du 7 octobre, c'est que c'est la preuve que les murs électroniques, que des militaires formidablement formés, une armée d'excellence comme Tsahal, eh bien ça ne suffit pas à garantir la sécurité et que vous avez la barbarie qui se produit à quelques kilomètres du centre d'Israël. Et donc, il faut trouver un autre moyen. Montrer que par le dialogue, par la construction politique, par l'audace, on peut arriver à trouver des solutions. On reviendra au cours de cette conférence sur les solutions que peut apporter la diplomatie à tous ces conflits. Pour compléter votre portrait, on vient de voir que vous étiez un homme politique, un homme d'affaires avec votre cabinet de conseil Villepin International, mais vous êtes également, c'est une facette qu'on connaît un petit peu moins, un homme de poésie. Un de vos ouvrages fait l'éloge des poètes qui ont marqué votre vie. Vous y écrivez « Tandis que les jeux de pouvoir consument, les brasiers de la poésie restent source de chaleur ». De quelle manière la poésie vous a permis, au cours de votre vie, de garder le cap ? Alors la poésie, pour moi, c'est pas n'importe quelle poésie, même si je goûte évidemment des poètes extraordinairement différents. Mais moi, le choix de mon engagement en poésie s'est fait autour de ce qu'on appelle volontiers les poètes maudits, les poètes français du XIXe siècle et beaucoup d'autres maudits qu'on trouve à travers le monde, qui ont comme caractéristique d'avoir construit des œuvres, en général dans des vies très courtes et souvent dramatiques, mais avec l'idée que les mots, la poésie, pouvaient changer les choses, pouvaient changer la vie et même davantage. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la poésie, c'est bien sûr cette capacité de transformation de la poésie, cette énergie qui est celle des voleurs de feu, mais c'est aussi la chance de pouvoir se changer soi-même. Parce que la poésie, elle vous confronte à des émotions, à des sentiments, à des épreuves, et elle vous force à nommer. Parmi les poètes qui m'ont évidemment beaucoup marqué, un poète comme Paul Celan, comment vous faites pour parler et pour nommer après l'horreur des camps de concentration, l'horreur de la Shoah ? Comment on fait pour parler encore ? Je pense que c'est donc un élément essentiel, puisqu'on le voit bien dans la vie politique, dans la vie collective, être capable de mettre un mot sur une douleur, être capable de mettre un mot sur un sentiment, c'est déjà une avancée considérable. Toute la psychanalyse est construite sur cette capacité à sortir de soi des mots qui vont vous aider à vivre, vont vous aider à découvrir une réalité que vous ignoriez. Donc pour moi, la poésie, c'est ça, c'est ce laboratoire, ce labyrinthe, cet accouchement de soi-même, d'une vérité, d'une diversité qui permet de vous rendre un peu meilleur. Merci beaucoup. Après avoir donc exploré votre parcours personnel, marqué par une riche expérience internationale, on va s'intéresser désormais, si vous le voulez bien, à votre expertise en matière de géopolitique internationale et de diplomatie. Abordons donc pour commencer un sujet d'actualité, la guerre en Ukraine. Pour le président Poutine, et malgré les récentes incursions ukrainiennes dans le territoire russe, la défaite semble inenvisageable. La seule solution viable passera donc par une solution diplomatique. Dès lors, comment la France peut-elle concilier condamnation ferme de ce conflit et négociation pour la paix ? Autrement dit, où se situe la frontière entre compromis et compromission ? Alors le conflit ukrainien nous a transportés dans un monde où peu d'Européens imaginaient être transportés il y a quelques années. L'idée d'un conflit ouvert au cœur de l'Europe entre la Russie et un pays comme l'Ukraine paraissait peu réaliste.
C'est néanmoins cette réalité qui s'est imposée peu à peu depuis 2014 et cette évolution du régime russe depuis 1991. Cette réalité très dure, à travers l'agression de la Russie contre l'Ukraine, a fait qu'aucun de nos pays européens ne peut accepter cette politique du fait accompli. L'accepter, ce serait prendre le risque de nourrir davantage encore les velléités de progression et d'avancée de la part de la Russie et de la part du régime de Vladimir Poutine. Il est donc très important de faire en sorte que ce en quoi nous croyons, le droit international, le respect des règles internationales, et en particulier le respect de la souveraineté de l'Ukraine, puisse être reconnu par tous. Ça, c'est le point de départ. Il y a un point très important sur le plan diplomatique qui a échappé à beaucoup d'observateurs, et j'ai essayé, je me suis battu pour essayer de le faire ressortir, c'est que très tôt, nous avons vu qu'une grande partie de la communauté internationale ne nous suivait pas. L'Union européenne, et ça a été une surprise, a réussi à faire son unité très tôt sur la question de l'Ukraine. Et la surprise a été aussi que nous avons été capables de nous mobiliser pour adopter des sanctions en commun, pour décider d'apporter une aide militaire avec les États-Unis. Et dans ce contexte-là, l'unité que nous avons été capables d'affirmer, je pense, a profondément surpris. Ce n'était pas anticipé par Vladimir Poutine et par la Russie. Mais ce qui était peut-être anticipé par Vladimir Poutine, c'est qu'une grande partie du monde ne choisirait pas de s'allier et de rallier le camp occidental. Et donc nous nous sommes retrouvés avec une partie importante de la population internationale, un grand nombre d'États qui n'ont pas suivi l'Occident, qui n'ont pas voté avec l'Occident. Et cette réalité-là, elle a pesé sur l'évolution de ce dossier, parce que ça a donné des marges de manœuvre à Vladimir Poutine, ça lui a donné le sentiment qu'il n'était pas isolé, l'alliance illimitée, l'amitié illimitée entre la Chine et la Russie l'a par ailleurs conforté, mais il a pu très vite bénéficier du soutien de pays comme l'Iran, de pays comme la Corée du Nord et d'autres États qui ont servi la politique russe, notamment en drones, en missiles, et lui ont permis d'organiser sa résistance. Par ailleurs, il a été relativement facile aux Russes de contourner l'embargo occidental, puisque nombre de pays étaient demandeurs de gaz, et donc le gaz et le pétrole russe ont été exportés à travers de nombreux pays comme l'Inde et d'autres. Donc cette réalité géopolitique, elle a montré que le rapport de force international n'était pas gagné, n'était pas simple à gagner. Donc nous étions et nous restons dans la situation où il faut sortir de ce drame en faisant en sorte que la guerre ne pouvant être gagnée par l'Ukraine, sauf à imaginer une application directe des pays occidentaux, et on a vu toutes les réticences des États-Unis notamment, et même d'un certain nombre des grands Européens. Donc l'objectif plus réaliste était: donnons à l'Ukraine les moyens de mener la bataille de façon à renforcer sa main, à renforcer sa force sur le terrain, pour pouvoir engager le moment venu des négociations, lorsque l'Ukraine le décidera, qui lui permettra de négocier en position de force. Et puis, les choses se sont dégradées, parce qu'évidemment, le tribut payé par l'Ukraine sur le plan humain est considérable, par rapport à une démographie qui la met en très grand désavantage par rapport à la Russie, et un arrière-fond de puissance économique et de richesse de la part de la Russie, qui fait que, évidemment, le combat est inégal. Donc la question aujourd'hui, alors que l'Ukraine a choisi de détourner l'attention et de mener combat sur le territoire russe, du côté de Koursk, tout en subissant de graves dommages du côté du Donbass, le choix, c'est d'essayer encore de renforcer cette main ukrainienne, mais d'accélérer notre capacité à être au clair sur ce que pourrait être un règlement de crise. Et de ce côté-là, il y a beaucoup à faire, sachant que beaucoup croient que ce règlement sera dicté le moment venu par les États-Unis, et Donald Trump se vante de pouvoir régler le conflit ukrainien en 24 heures. Ce sera sans doute pas si simple, mais évidemment, si les États-Unis décident d'arrêter toute livraison d'armes à l'Ukraine, sans doute aura-t-il raison. Donc dans ce contexte, il y a un certain nombre de corbeilles de négociations qui doivent être préparées. La première, c'est que faire sur le plan territorial.
C'est évidemment très douloureux pour l'Ukraine d'imaginer s'amputer d'une partie de son territoire. 20% sont actuellement occupés par la Russie, et un territoire auquel l'Ukraine tient, qui a une valeur symbolique importante. Je pense évidemment à notamment la Crimée. Donc s'amputer, ça a un prix considérable, et la position du président Zelensky a toujours été de dire « moi je ne peux pas décider ce genre de choses sans mon peuple, et mon peuple doit être consulté ». Donc là, il y a une question de souveraineté extrêmement complexe. Mais il y a d'autres problèmes. La question du statut de l'Ukraine. Est-ce qu'il est pensable aujourd'hui de dire à l'Ukraine vous allez adopter un statut de neutralité de façon à ce que la Russie se sente moins menacée par les forces de l'OTAN, alors même qu'on débat de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et qu'on débat de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc vous voyez bien que cette question de la neutralité, elle n'est pas facile à régler. Troisième corbeille, les garanties qui peuvent être apportées à l'Ukraine en cas d'attaque, sachant que l'article 5 de l'OTAN ne règle pas tout, quelle garantie peut être donnée à la souveraineté? Est-ce que l'Ukraine pourrait un jour envisager, face au risque pour les populations ukrainiennes, c'est une génération entière de l'Ukraine qui est en train d'être sacrifiée. Est-ce que l'Ukraine pourrait un jour envisager, comme l'a fait la Finlande au début de la guerre de 40, de sacrifier une partie de son territoire en échange d'une pleine souveraineté et de la possibilité de retrouver un avenir, c'est-à-dire de la possibilité de faire une paix qui permettrait la reconstruction de l'Ukraine et permettrait à l'Ukraine de choisir son destin sur le plan politique, diplomatique. Ce choix, il est dans les mains des Ukrainiens, et nous devons, nous, accompagner cette réflexion tout en étant conscients que les choses évoluent au fil du temps et que la politique, parce que c'est l'arrière-pensée qui pèse dans le sens d'une guerre sans fin, et nous retrouverons cette question sur Gaza, le risque d'une guerre sans fin est alimenté par ceux qui veulent croire en la politique de changement de régime. La politique de changement de régime, ça a été celle des Américains en Irak, ça a été celle des Français et des Anglais en Libye, c'est celle encore aujourd'hui d'un certain nombre de gens en Iran. Il est, à mon avis, totalement fantasmatique de fonder une politique sur l'idée de changement de régime, sachant que le principe même du droit international, à partir de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité a pour objectif la paix, et la contrepartie de la paix, c'est la non-ingérence et le respect de la souveraineté de chacun des États. Donc un ordre mondial ne peut pas accepter d'être à ce point menacé par des objectifs politiques qui sont contradictoires avec les objectifs que se donne la communauté des nations. Alors vous avez mentionné l'autre conflit en cours principal qui est celui de Gaza. Deux visions s'opposent aux États-Unis concernant ce conflit. À Donald Trump qui prône un soutien inconditionnel à l'État hébreu s'oppose Kamala Harris qui, elle, défend une solution à deux États. Quelles conséquences l'élection américaine du 5 novembre prochain peut-elle avoir sur ce conflit en particulier et sur le reste de la géopolitique mondiale? Alors il est vraisemblable que la position des États-Unis pèsera lourd, comme elle pèse lourd aujourd'hui. On a vu à quel point Joe Biden, marqué par sa génération, il est un homme qui a la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, la mémoire de la Shoah, la mémoire de la construction de l'État d'Israël, et il est évidemment très dur pour lui d'envisager de rompre avec une politique de soutien inconditionnel à Israël, même s'il a tenté de mettre des bémols à cette politique et d'introduire des paramètres de responsabilité, mais il s'est heurté du côté de Benjamin Netanyahou à une politique totalement déconnectée de ce type de message. Donc, le choix que fera les États-Unis est un choix important. Mais, à mon sens, le choix aujourd'hui décisif pour l'avenir de Gaza, de la relation entre Israël et la Palestine, de la situation au Moyen-Orient, dépasse de loin la position américaine. C'est vraiment aujourd'hui un choix de la communauté internationale, de chacun des pays de la communauté internationale, compte tenu de l'enjeu qui est celui de la Palestine. Il ne faut pas oublier que c'est aujourd'hui le plus vieux conflit de l'après-guerre, de l'après-45, la création de l'État d'Israël, 47-48, même si l'histoire remonte est beaucoup plus ancienne, depuis la fin du 19e, à travers un sionisme à l'époque laïque et socialiste,
Les choses ont bien changé. Et donc, c'est le résultat d'une longue évolution, mais c'est vrai que l'idée de donner un refuge, l'idée d'offrir la possibilité, en tirant les leçons des drames qui s'étaient passés à travers l'histoire, a permis à Israël de construire un havre de paix, entre guillemets, et une solution pour tous ces drames de l'histoire. Néanmoins, cette histoire, elle télescope une autre histoire qui, à travers un autre traumatisme, qui est celui qu'ont vécu les Palestiniens à travers la Nakba, 700 000 Palestiniens forcés de quitter leur maison, de quitter leur terre, ce traumatisme-là, il est profondément ancré dans l'esprit et dans l'âme du Moyen-Orient. Et la plupart des pays anciennement décolonisés, du Sud global, ont à cœur ou considèrent qu'il s'agit du premier combat à mener. La création d'un État palestinien capable de vivre en paix à côté d'Israël. Donc ce combat-là, il est ancré dans la mémoire politique, dans la mémoire diplomatique, dans l'imaginaire des peuples. Et c'est ce qui explique l'importance qu'il a. Souvent, on me dit, mais oui, mais on ne s'intéresse pas de la même façon au Soudan ou à la Birmanie. Bien sûr, il y a des catastrophes épouvantables qui se passent au Soudan, avec des centaines de milliers de morts, et c'est pareil au Congo, des millions de morts depuis des années et des années. Mais la Palestine incarne à la fois une injustice et en même temps un devoir de la communauté internationale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une sorte d'écho du conflit ukrainien dans la vision que le monde a eue de Gaza. Il y a eu un effet de réverbération. C'est-à-dire qu'on n'a pas cessé, depuis le début du conflit en Ukraine, nous les Occidentaux, de dire il faut que l'agression russe soit condamnée. Il faut que le droit international soit respecté. Et le monde entier, que nous avons tant seriner, je me rappelle le président de la République, expliquer aux Africains à quel point ils se conduisaient mal parce qu'ils n'acceptaient pas de condamner l'agression russe. Mais tous ces Africains et le monde entier, quelques mois plus tard, quelques encablures plus tard, eh bien, il s'est rendu compte que ce que nous condamnions en Ukraine, nous ne le condamnions pas de la même façon à Gaza, et que le droit international, les résolutions du droit international n'étaient pas respectées par Israël depuis des années. Et donc nous sommes au point où il faut inventer quelque chose. Je dis bien, il faut prendre en compte la sécurité d'Israël, il faut prendre en compte l'injustice faite aux Palestiniens et construire quelque chose. Et je pense que c'est une chance que de le construire, parce que nous sommes dans un monde où l'ordre international est contesté. Cet ordre international, si nous sommes capables de nous entendre sur quelques principes fondamentaux, comme nous l'avons fait en 1945, mais là il faut le faire avec la planète entière, reconstruire un ordre international à partir du droit et de la justice, c'est une chance que nous donnons pour le règlement de beaucoup de crises. Eh bien justement, vous parliez de justice. Moi je veux revenir en 2019. Le président Macron disait de l'OTAN qu'il était en état de mort cérébrale. Votre diagnostic de l'état de santé de l'ONU n'est pas beaucoup plus réjouissant. L'ONU est paralysée, le système de veto ne fonctionne plus, bref, tout est bloqué. Selon vous, il manque un concept central sur lequel reconstruire la légitimité de l'ordre mondial, la justice. Comment faire triompher cette justice à travers le globe? Alors d'abord, il faut constater que la logique de construction du système international, depuis 1648, c'est les États-nations. Donc c'est une communauté d'États. On a environ 200 États qui structurent la communauté internationale avec chacun des droits et des devoirs. Dans cette communauté internationale, entre guillemets, qui mériterait beaucoup de commentaires, donc c'est une simplification de ma part que d'utiliser ce terme, il s'est adjoint depuis maintenant un certain nombre de décennies, mais on a vu cette progression malheureusement de conflit en conflit, s'accroître, c'est la mobilisation des peuples devant des conflits, des injustices qui se sont accumulés dans tous les domaines, des problèmes qui se sont ajoutés les uns aux autres et qui vont depuis la pauvreté, la faim, la maladie, jusqu'à aujourd'hui, le désastre écologique et les réfugiés écologiques à travers les planètes. Donc, les États, mais aussi les peuples, constitue un élément de pression dans le sens de ce nouvel ordre, sachant que,
comme vous l'avez très bien dit, le Conseil de sécurité n'est plus représentatif du tout. Il n'y a pas un État africain membre permanent du Conseil de sécurité. Le Japon n'en est pas, l'Inde n'en est pas, le Brésil n'en est pas, donc l'Amérique latine n'est pas représentée non plus. Donc vous voyez bien à quel point il manque quelque chose. Il y a comme un défaut dans la représentation de la planète. Donc il faut relégitimer l'ordre international, à la fois dans sa composition, dans sa représentation, mais en même temps dans le choix de sa légitimité fondatrice. Et effectivement, la justice est un principe que nous pouvons faire progresser ensemble, sachant que nous l'avons vécu avec la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger, qui était en quelque sorte le droit humanitaire mis au goût de la vie internationale, est apparue très vite par un certain nombre d'États, comme là encore, une ingérence et une injustice, puisque c'était toujours les riches et les occidentaux qui allaient se mêler des affaires des autres, et toujours avec le même regard, toujours avec la même exigence, et en tout cas pour ces pays, toujours les mêmes arrière-pensées. Donc, ça ne pouvait pas marcher comme nous le souhaitions à l'époque, et il nous faut inventer autre chose. Il nous faut inventer une autre planète, sauf céder, parce qu'il faut bien voir que c'est la logique dans laquelle nous avançons, sauf céder à la tentation de la confrontation. Et aujourd'hui, les relations et le rapport de force entre les États-Unis et la Chine font que nous marchons vers une confrontation d'un monde où, comme à l'époque de la guerre froide, nous sommes en train de reconstruire des blocs sous l'égide des deux grands représentants du monde, des deux grandes puissances du monde. Et on voit même à quel point la mondialisation est affectée par cette dualité. Tout ceci, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le monde. L'idée d'avoir un monde séparé, nous l'avons déjà vécu avec le rideau de fer. Il faut donc inventer les moyens de créer et de maintenir cette unité du monde dans un temps où la guerre gagne tous les esprits, où l'esprit de guerre gagne tous les esprits, puisque la guerre s'introduit dans la vie culturelle, s'introduit dans la vie économique, les sanctions sont conçues comme des outils de guerre. La guerre se propage dans la vie économique. Donc, sortir de cette logique de guerre, avoir une sorte d'antidote à travers la construction d'un nouvel ordre international, oui, c'est une urgence. Malheureusement, et c'est un point faible des démocraties, nos dirigeants sont élus pour 4 ans, 5 ans maximum. Les autocrates, eux, ils ont 10 ans, 20 ans devant eux. Et ils contrôlent leur société quand nous ne contrôlons pas grand-chose. La montée des populismes en Occident le montre partout, y compris aux États-Unis et bien sûr en Europe. Donc dans cette logique-là, il faut arriver à trouver des responsables publics, mais aussi des associations citoyennes, des consciences, des universités, des grandes écoles qui se mobilisent. C'est ce qui s'est passé pour le climat. Pour dépasser les clivages, il faut en quelque sorte alléger le fardeau de la guerre et de la paix dans le monde, qui repose sur un club de chefs d'État qui s'en occupe quand ils se voient et qui parfois malheureusement ne s'en occupe pas suffisamment, pour que cette affaire-là devienne l'affaire du monde entier, de chacun, de tous. Et moi, c'est personnellement la raison qui me mobilise, et c'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je crois que c'est notre affaire à tous, et qu'il appartient à ceux qui ont eu une expérience dans cet ordre international d'assurer la transmission. Et c'est bien ça que je viens faire aujourd'hui. Dans votre réponse, vous avez mentionné les États-Unis et la Chine. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière de quelques années. Au cours de la guerre froide, les États-Unis ont volontairement laissé émerger la puissance chinoise pour trianguler et donc affaiblir l'URSS. La situation a changé aujourd'hui puisque Chine et États-Unis sont devenus les deux superpuissances dominantes. Est-ce du côté de l'Europe qu'il faut chercher un contrepoids à ces deux géants? Et si oui, avec quel partenaire? Alors vous avez prononcé un mot intéressant qui mériterait beaucoup d'études à lui tout seul, qui est le mot triangulation. La triangulation peut dans certains cas provoquer le meilleur et dans certains cas provoquer le pire, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas pensée. La triangulation, vous l'avez rappelé, Union soviétique, Chine, États-Unis, c'est un bon exemple. Triangulation qu'a pratiqué Israël entre le Fatah, le Hamas, en espérant affaiblir le Fatah grâce au Hamas. On a vu les conséquences. Donc, les bonnes intentions, l'enfer en est pavé, et il y a souvent un diable qui sort de la boîte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce concert de la richesse,
Personne n'avait imaginé en 2001, en faisant entrer la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, que la Chine, en aussi peu de temps, arriverait à devenir une puissance comme celle qu'elle est aujourd'hui. Et il ne faut pas se tromper, nous sommes aujourd'hui dans un combat qui n'est pas seulement celui de la puissance économique. Nous sommes dans un combat qui a pour objectif, un petit peu comme cela s'est produit dans la course à l'arme nucléaire, de se doter du différentiel de puissance qui permet d'écraser la puissance, en tout cas la puissance de l'autre. Et c'est tout l'intérêt de l'outil technologique. On parle de ChatGPT, de cette capacité tout à coup, par l'intelligence artificielle, d'acquérir une telle capacité qu'on maîtrise tout, qu'on contrôle tout. C'est exactement la leçon que les GAFAM du côté américain et pareil du côté chinois nous donnent. Ils sont capables de manger l'économie à travers cette incroyable capitalisation boursière qui est la leur, cette incroyable sophistication technologique, et à partir de là, ils sont les maîtres du monde. Je suis toujours surpris de voir comment le président français reçoit les présidents de ces sociétés, parce que je me pose la question parfois de savoir qui est qui reçoit l'autre, qui commande l'autre. Il y a comme manifestement des jeux de puissance qui sont en train de nous dépasser. Et donc, dans la course technologique, il y a cette idée et ce fantasme du côté américain comme du côté chinois qu'à un moment donné, on peut trouver le petit truc en plus qui fait qu'on maîtrise tout, qui fait qu'on ne donne pas de chance à l'autre. L'autre ne peut pas suivre dans la course parce que l'acquis qu'on obtient, il est ainsi démultiplié que la bataille, elle est gagnée pour longtemps. Alors, je n'ai jamais cru personnellement à ces petits trucs en plus. Je pense toujours à Hitler qui, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pensait avec le V2, avec tel et tel type d'armes, qu'il réussirait à dominer et à emporter la guerre. Je crois que ces mythes technologiques, l'idée de ces armes miraculeuses, en matière économique comme en matière technologique, sont dangereuses, pour tout dire. Et c'est là où je pense que nos économies, la politique, doit rester maître de toutes ces évolutions techniques et technologiques. Et c'est un des grands enjeux du monde d'aujourd'hui. Rappelez-vous, à l'époque de Bill Clinton, son conseiller économique, au moment de son deuxième mandat, on l'interrogeait sur qui commandait quoi. Et il répondait « It's the economy, stupid ». Bon, c'était pas la politique qui commandait. Mais 20 ans plus tard, en Chine comme aux États-Unis, c'est l'économie qui est derrière et c'est la politique qui est devant. Demandez à Jack Ma si c'est l'économie qui commande en Chine. De la même façon, demandez à Donald Trump qui commande quand il est à la Maison-Blanche, pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est la politique, c'est la géopolitique, c'est la stratégie qui commande. Et c'est pour ça que le jeu démocratique dans nos États est si important. On ne peut pas confier à n'importe qui, n'importe quoi. Parce que la politique, c'est nous tous. Et c'est notre avenir, c'est celui des prochaines générations. Regardez aujourd'hui sur des choix techniques comme un choix budgétaire, à quel point c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui est engagé. Donc il faut être sérieux. Et qu'on ne peut pas s'en remettre à des logiciels et à des algorithmes, d'aussi bonne qualité soient-ils. Alors c'est cette Europe que vous imaginez souvent comme un contrepoids de superpuissance, comme on l'a dit, est-ce qu'il en a vraiment les capacités au fond ? Parce que le couple franco-allemand qui est qualifié de moteur de l'Union, on voit qu'il n'a pas le vent en poupe, il souffre de divergences d'intérêts et de stratégie. Dès lors, est-ce qu'on peut se passer de ce dernier dans l'affirmation et dans la construction de l'Union ? Alors vous avez raison, l'Europe aujourd'hui souffre particulièrement. L'Europe souffre d'abord de la division franco-allemande, elle souffre ensuite de l'affaiblissement de chacun de ces deux grands États, affaiblissement de l'Allemagne parce que son modèle économique a été battu en brèche par les évolutions récentes, et notamment par la guerre d'Ukraine. De la même façon, ses relations avec la Chine et ses relations avec les États-Unis, où on a vu tout à coup que le parapluie de l'OTAN n'était peut-être pas une garantie suffisante et qu'il fallait reprendre les choses en main, sans même parler du choix nucléaire qui a été fait par les Allemands. De la même façon, côté français, l'affaiblissement, je ne vous fais pas un dessin, c'était vrai avant la dissolution déjà, mais c'est vrai post-dissolution, nous ne sommes pas aujourd'hui au meilleur de nous-mêmes. À cela s'ajoute un déplacement
j'allais dire, de la niaque européenne, de l'énergie européenne vers l'Est. Et on voit aujourd'hui à quel point les pays baltes et la Pologne ont le verbe haut, avec, en ce qui me concerne, une inquiétude, c'est le désintérêt que l'Europe nourrit de plus en plus pour le Sud global. Donc je suis persuadé, alors que je suis persuadé, que le Sud global, c'est l'allié naturel de l'Europe pour desserrer l'étau entre la Chine et les États-Unis et ne pas avoir à choisir un camp ou un autre. Et donc, dans ce contexte, nous avons intérêt à ne pas continuer comme nous le faisons, à voir dans toute personne venue du Sud simplement un immigré, un trafiquant, quelqu'un qui va venir déstabiliser l'ordre européen. Nous devons être capables aussi de comprendre à quel point nous avons intérêt à parler avec l'autre rive de la Méditerranée, l'Afrique bien sûr, mais aussi l'ensemble du Sud. Et je pense particulièrement aux BRICS, qui devrait être pour l'Europe un partenaire tout à fait essentiel et tout à fait privilégié. C'est à la fois en termes diplomatiques, mais aussi en termes de marché, un enjeu majeur. Vous venez de mentionner les pays émergents, donc les pays du Sud global, comme partenaires privilégiés pour l'Europe et pour sa construction. Comment s'assurer que cette collaboration ne se transforme pas en une forme de néocolonialisme ? Alors vous avez raison, la règle qui s'est imposée au fil des années, plus on s'éloigne de la période coloniale, et y compris de la période de décolonisation, c'est la transformation du regard dans un certain nombre de ces pays en ressentiment. Ressentiment par rapport à une attitude qui est prêtée souvent à nos sociétés, de rejet, d'exclusion, de non-considération. Et c'est vrai que malheureusement, nous connaissons trop mal ces pays. C'était longtemps une vocation historique de la France. Partout où on allait dans le monde, on voyait des Français, sac au dos, qui se mélangeaient, qui avaient envie de comprendre, de connaître, qui développaient des activités un peu partout. Cet esprit-là, il existe encore, mais il se concrétise moins. Donc je pense que nous, Français, on avait une capacité de médiation, et nous étions portés par une vision du monde, qui était la vision gaulliste. La vision du général de Gaulle, c'est qu'il y avait peut-être des blocs, mais la France n'avait pas vocation à appartenir ni à un bloc ni à un autre. Et que la France devait être cette espèce de pays ayant vocation à servir de médiateur, de pourvoyeur de dialogue. Et on l'a vu avec les grands discours du général de Gaulle, comme les discours de Phnom Penh, le discours du général de Gaulle sur le dollar et bien d'autres discours. Donc, inventant un chemin. Et à l'heure où ce Sud global est en train non seulement de nourrir ce ressentiment, mais, et c'est quelque part une position différente, d'avancer dans la voie du multi-alignement. C'est-à-dire qu'il y a un pragmatisme de ces pays du Sud qui veulent bien avoir des relations avec certains États, mais aussi avec d'autres sans être prisonniers d'aucun. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que cette indépendance, cet esprit qui va contre l'esprit d'embrigadement, eh bien nous devrions essayer de multiplier les passerelles. Ça implique, et moi je me bats pour ça, que la France reste convaincue qu'elle a quelque chose à dire sur le plan diplomatique, mais aussi et peut-être surtout que sur le plan de notre culture, nous avons quelque chose à partager. Moi je viens de créer avec mon fils une fondation, vous voyez j'ai attendu 70 ans, une fondation pour l'art et la culture en Asie, justement pour favoriser l'organisation d'expositions, favoriser des échanges, favoriser des débats. Nous devons être dans le monde et nous devons éviter cette dérive des esprits qui conduisent à penser soit on est avec nous ou contre nous. Nous devons prendre le risque du dialogue, prendre le risque d'aller vers l'autre, et ça c'est aussi dans la culture française quelque chose qui nous appartient profondément. C'est pas un hasard si Montesquieu s'est intéressé aux pays lointains. C'est pas un hasard si Voltaire s'est intéressé aux pays lointains. Nous avons ce goût pour la grande géographie et la culture des autres. Alors vous le dites, la France, elle a son rôle à jouer dans l'équilibre du monde. Vous prenez à ce titre un repositionnement de la France en tant qu'actrice influente sur la scène internationale, mais aussi contributrice à un ordre mondial plus stable et juste. Alors de quel levier la France dispose-t-elle
pour récupérer cette place et pour réaliser cette ambition? Alors les leviers, ils sont légion. J'ai cité les leviers de la culture. Prenez la plupart de nos institutions aujourd'hui, elles sont dans le monde. Le musée Guimet noue des partenariats dans le monde entier, le Centre Pompidou, le Louvre. On a aujourd'hui un vivier d'institutions culturelles qui sont complètement mondialisées. Et il faut le développer et le défendre encore davantage. Et c'est ce qui explique qu'en retour, le monde entier vienne dans nos musées. Et le retour que nous avons, parce qu'on pourrait critiquer ce mondialisme, mais le retour que nous avons, c'est que nous sommes aujourd'hui capables de financer les plus belles expositions du monde. Nous sommes peut-être à Paris et en France, parce que nous avons des musées partout en France, capables aujourd'hui de faire des expositions que le monde entier nous envie. Donc, on voit bien dans ce secteur à quel point il y a un dynamisme. Il y a la diplomatie qui est un élément essentiel, et moi, mon inquiétude, c'est de voir à quel point la diplomatie a tendance à devenir un élément de la politique de communication des États, alors que ça devrait être un outil au service de grandes ambitions, de paix, de justice, de lutte contre les grands fléaux, contre le réchauffement climatique. Donc ça doit être au service de la vision d'un État, et pas seulement une courroie de transmission d'images. Ce n'est pas suffisant. Nos entreprises, voilà des leviers majeurs qui ont vocation, en travaillant dans le monde, de porter aussi une certaine image de notre pays. Et on voit bien comment les entreprises françaises aujourd'hui intègrent la dimension de rayonnement en faisant en sorte qu'autour et dans le périmètre de leurs implantations, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs, eh bien, on se soucie d'éducation, qu'on se soucie de défense de l'écologie, qu'on prenne en compte le développement culturel. Donc, il y a, au niveau de l'État, des collectivités, des villes, une préoccupation, un souci du monde en France, qui est, je pense, plus fort que dans beaucoup d'autres pays, mais qu'il faut encore développer. L'apprentissage des langues, faire en sorte de donner davantage la possibilité, à travers des bourses, à des jeunes de visiter des pays étrangers, et pas seulement des pays européens. Très honnêtement, je me prends parfois à regretter le système de coopération économique qui permettait à beaucoup de jeunes des grandes écoles et d'ailleurs de passer 1 an et plus dans des États ou dans des entreprises étrangères. On a besoin, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas séparer et on ne peut pas s'enfermer dans nos frontières, si on veut gagner la bataille de notre commerce extérieur, la bataille économique, la bataille de l'emploi, ce n'est pas une bataille qu'on peut mener sur le territoire français seulement. Donc attention au rétrécissement des esprits, attention au rétrécissement des ambitions. Et c'était peut-être un des risques que je voyais personnellement à travers le concept de Startup Nation. Je veux bien qu'on donne le moyen à beaucoup de jeunes de créer beaucoup d'entreprises qui permettent de gagner de l'argent très vite, de devenir milliardaire très vite et de devenir rentier très vite. Mais je préfère l'idée plus ambitieuse qui consiste à donner à tout un pays le goût et la connaissance du monde, le goût et la connaissance de l'autre et le goût et le respect de l'autre. Et de ce point de vue, il y a beaucoup à faire et j'aimerais que la France, parfois, plutôt que d'aller trop vite donner des leçons au monde, en se lançant dans toutes sortes d'intégrismes, eh bien, devienne plus exemplaire. Il n'y a rien de plus contagieux que l'exemplarité. La leçon, souvent, ressemble à la prédication. Le Sud global nous en veut de lui donner des leçons. Mais par contre, l'exemple, par contre, l'expérimentation réussie, ça, c'est contagieux. Trouvons la réponse à un certain nombre de grands défis, dans le domaine de l'immigration, dans le domaine des ghettos scolaires ou des ghettos urbains. Et nous verrons que là, nous serons capables d'exporter nos bonnes idées, nos bonnes pratiques et nos bonnes expériences. Vous parliez de ces grands défis à relever à l'international. Donc c'est en partie le rôle de la diplomatie. Pourtant, en 20 ans, le Quai d'Orsay a perdu 20% de ses effectifs. Comment la France peut-elle continuer de faire porter sa voix à l'international avec un manque criant de moyens humains et financiers ? Alors vous avez raison, les moyens humains c'est important, les moyens financiers de rayonnement c'est important, même si nous avons encore l'un des plus grands réseaux du monde. C'est vrai qu'il est considérablement amaigri, appauvri, qui n'a pas toujours le moyen, même si nos diplomates ont beaucoup d'imagination, pas toujours les moyens et l'ambition de faire ce qu'ils voudraient faire.
Donc il faut prendre en compte le fait que la voix de la France, c'est pas depuis l'Élysée qu'on peut la porter. La voix de la France, elle doit être démultipliée, elle doit vivre, elle doit rayonner partout sur les territoires. Et que ce soit nos réseaux économiques, nos réseaux culturels, nos réseaux scientifiques, nos réseaux sociaux, tout cela, c'est un élément essentiel de la présence française. Mais la clé, c'est la diplomatie que l'on porte. Et là, je trouve que nous subissons parfois les méfaits de l'entre-soi. Nous devons avoir une diplomatie qui représente les idées qui sont les nôtres, à nous, tous ensemble en tant que peuple. Il n'y a rien de plus unificateur pour un pays que de voir sa voix portée dans le monde, de voir que les combats menés par la nation française à travers le monde sont capables d'unifier. Et ça suppose que nos politiques prennent sans doute davantage de risques. Trop souvent, nos hommes politiques, au niveau national y compris, ne sont pas assez formés à la chose internationale. Découvrir le monde quand on arrive à l'Élysée, c'est un peu tard. Découvrir le monde quand on arrive au Parlement, c'est un peu tard. Et en plus, on a plein de bonnes raisons de faire autre chose. Parce qu'effectivement, il y a des urgences partout sur le territoire national. Donc, moi, j'aimerais qu'on enseigne davantage les problèmes du monde, que l'école s'ouvre davantage à ces questions du monde, tout en sachant que c'est très difficile, que c'est parfois périlleux, qu'il y a des sujets qui sont difficiles à enseigner, mais c'est justement peut-être la meilleure façon de faire l'apprentissage de la mesure à travers ces réalités du monde, de pouvoir illustrer la diversité des réponses et des solutions. Donc je crois que ça, c'est un défi commun. Et tous ceux qui ont quelque chose à porter doivent pouvoir le défendre, que ce soit dans les écoles, dans les collèges, que ce soit dans les universités, les grandes écoles. Il y a la transmission d'une expérience qui est indispensable. Et il y a besoin en permanence de sortir de nous-mêmes parce que c'est un élément d'unification. Je pense que beaucoup de problèmes franco-français pourraient être réglés si nous ajustions mieux la voix de la France au monde. Je pense que sur les grandes questions des grands conflits, je pense que sur les grandes questions liées aux enjeux religieux, à l'islam, si nous étions capables d'avoir une parole vis-à-vis du monde pour défendre nos convictions, et y compris bien sûr avec la laïcité, même si nous sommes en Europe le seul pays qui porte cette conviction historique, eh bien, nous serions capables de fixer une ligne, nous serions capables de porter avec exigence et fierté des convictions qui seraient partagées par tous les Français. Et je pense que là, la diplomatie ne diviserait pas. Mais c'est parce que parfois la parole est trop molle, qu'elle change d'avis entre le lundi et le mercredi, qu'elle n'est pas nourrie et enracinée dans une connaissance historique et dans une conviction et dans une vision historique. Vous savez, quand le général de Gaulle s'exprimait à Phnom Penh, il portait toute la France. Et il disait des choses qui n'étaient pas agréables à entendre pour les Américains. Mais en même temps, il les avertissait. Et moi, j'ai beau expliquer que quand je dis des choses désagréables aux Américains, c'est pas parce que je n'aime pas l'Amérique, bien au contraire. Et quand je dis des choses désagréables pour Benjamin Netanyahou et Israël, c'est certainement pas par absence d'empathie pour Israël, bien au contraire. La preuve, en 2003, j'ai porté, comme ministre des Affaires étrangères, la rénovation. J'ai mis sur le chantier la relation avec Israël sur le plan bilatéral, justement pour que nous sortions de ces allers-et-retours, d'une relation compliquée, mais que nous puissions, entre les ministères, entre les administrations, inscrire cette relation avec Israël dans la longue durée. Et c'est la mission que j'avais à l'époque confiée à David Kayat. Donc, nous mélangeons tout. Nous cédons à la passion, nous cédons à l'émotion, sans voir la nécessité de traduire tout cela en actes, avec mesure, certes, mais aussi avec exigence. Il y a une ligne à suivre, il y a une ligne à inventer, et l'unité de la France ne peut que se faire sur une vision. Et c'est pour cela que quand nous hésitons, eh bien, d'autres en profitent. Le Rassemblement national profite de ces hésitations des différents terrains démocratiques. C'est quand nous ne sommes pas au clair avec nous-mêmes que les extrêmes gagnent en France. C'est pas l'inverse.
Eh bien, la transition est toute trouvée, puisque nous allons maintenant parler des actualités françaises et de l'actualité brûlante de cet été qui a été la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez été interrogé à la suite des élections législatives sur les possibilités qui s'offraient au président de la République pour constituer un gouvernement. Vous proposiez alors 3 voies. Première option, suivre la tradition républicaine et donc nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Deuxième option, favoriser un gouvernement de front républicain, c'est-à-dire sans le Rassemblement national. Et enfin, dernière possibilité, envisager un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire avec toutes les forces présentes à l'Assemblée nationale qui seraient représentées dans ce gouvernement. Emmanuel Macron ne semble suivre aucune de vos préconisations. Le président n'a-t-il pas pris acte du résultat des urnes ? Alors, c'est le mot que j'ai employé personnellement à travers les médias. Je pense qu'il devait prendre acte. Et vous voyez à quel point il était pour moi important, au lendemain d'une dissolution ratée, pour le président de changer de posture. Jupiter ne pouvait pas rester à l'égal de la période précédente, il devait se métamorphoser. Donc moi j'aspirais à un président qui prenne acte, ce qui supposait à la fois une forme de respect démocratique, mais aussi d'humilité. Et je pense qu'il a sous-estimé le fait que dans le pays, il y avait, oui, une rancœur, il y a un ressentiment vis-à-vis de la politique qui a été conduite tout au long de ces années et qui s'est en partie cristallisée sur sa personne. Et donc, prendre acte, il y avait plusieurs façons de le faire. La première, c'était, comme vous l'avez mentionné, et comme la tradition le fait souvent, mais ça a été rappelé, c'est vrai, rien ne l'y oblige. Il peut choisir qui il veut. Donc, il ne fait pas un acte antidémocratique, si je puis dire, en ne choisissant pas la force arrivée en tête. Sachant que le parti arrivé en tête au premier tour, c'est, on le sait, le Rassemblement national, plus de 11 000 voix, mais la force arrivée en tête au second tour, au terme du Front républicain, c'est donc le nouveau Front populaire. Donc il était très simple, et là il avait un choix. Soit de faire venir celle qui avait été choisie par le nouveau Front populaire, Lucie Castet, et de lui confier la charge de Premier ministre, soit, s'il voulait prendre moins de risques, parce qu'il ne voulait évidemment ni détricoter son bilan, ni mettre en péril un certain nombre de réformes auxquelles il croit, et je pense en particulier à la réforme des retraites, il pouvait la pressentir, ce qui ne voulait pas dire la nommer, la pressentir en lui disant « Madame, formez un gouvernement si vous le pouvez, revenez me voir d'ici quelques jours ». Alors l'impétrante aurait été devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, aurait rencontré les groupes parlementaires, les partis politiques et aurait essayé de faire un gouvernement. Puis elle serait revenue en disant « Non, je n'y suis pas arrivé, oui, j'y suis arrivé ». La position initiale du nouveau Front populaire qui était de dire « On privilégie de gouverner seul et sur la base du périmètre électoral qu'on a défendu » aurait peut-être évolué parce qu'il se serait rendu compte que ce n'était pas suffisant. Personne n'en sait rien. Je pense qu'il fallait faire les choses dans l'ordre. Donc, deuxième étape, si ça ne marchait pas, eh bien, essayer à partir d'un autre coin de l'échiquier politique. Et ça pouvait être un autre des partis, sachant que le Rassemblement national avait indiqué clairement qu'il ne voulait pas en être, donc un autre des partis du centre. C'était difficile puisque c'était le parti présidentiel et qu'il avait été battu, donc c'était un autre des partis, et il a finalement choisi celui qui est arrivé en 5e position, en dernière position. Donc vous avez un parti qui fait 5,4% des voix, qui est en charge de former un gouvernement, avec cette question difficile, qui est toujours d'essayer d'avoir une majorité qui puisse tenir au moins quelques mois, le temps de passer un budget. C'est déjà une ambition importante pour notre pays, parce que le budget au mois d'octobre, c'est essentiel évidemment pour tous les Français et le fonctionnement du pays. Mais il reste, comme vous l'avez mentionné, d'autres possibilités. Le gouvernement du Front républicain. Mais là, on me rétorquera qu'il y a deux définitions du Front républicain. Il y a ceux qui disent le Front républicain, c'est ni le Rassemblement national, ni LFI, sauf que le Front républicain tel qu'il est sorti des urnes, il a permis à des gens du Parti républicain d'être élus grâce à des voix d'LFI, et il a permis aussi, grâce à des voix d'LFI, à des gens du Parti présidentiel et des socialistes d'être élus. Donc,
le Front républicain, soit on le prend tel qu'il est et tel qu'il a été voté, soit on joue encore avec les réalités. Je pense que c'est toujours dangereux dans les périodes de tension démocratique de s'amuser avec le réel. Et troisième possibilité, c'est le gouvernement d'union nationale, façon 1944, c'est le gouvernement gaulliste, avec participation, on sait déjà que le RN n'y participera pas. Le LFI avait indiqué dans un premier temps qu'il ne participerait pas au nouveau Front populaire si c'était compliqué, ou en tout cas il s'était posé la question. Donc il participe qui veut, mais soit par soutien, soit par engagement, tout le monde s'engage à ne pas faire tomber ce gouvernement et à lui permettre de gouverner le temps au moins de clore l'année qui permet d'avoir de nouvelles élections. Donc, vous voyez bien, tout ceci n'est pas impossible. On peut penser qu'il y a dans la classe politique suffisamment de bon sens et d'amour du pays pour imaginer une solution pareille. Quatrième solution qu'on sort du chapeau, même si elle est toujours un peu désagréable, les politiques n'aiment pas être doublés par des techniciens, mais enfin les Italiens y ont eu recours avec talent. On prend un technicien et on se met d'accord au moins pour gérer les affaires courantes et un peu plus dans cette période compliquée. Vous avez mentionné dans votre réponse la nomination d'un nouveau Premier ministre, donc c'est Michel Barnier qui a été nommé il y a 2 semaines. Dans une conférence à l'EM Lyon, vous compariez le rôle du Premier ministre à celui d'un joueur de foot qui distribue les ballons vers ses partenaires. Considérez-vous que Michel Barnier, donc comme je le disais, nommé il y a 2 semaines, aura la capacité d'assumer ce rôle ? Vous avez vu que j'en ai dit beaucoup de bien. C'est un homme d'expérience, un homme de qualité, un homme de négociation. Donc il faut lui donner sa chance. Il n'y aurait rien de plus désastreux que de vouloir tirer sur le pianiste avant même que le concert n'ait commencé. Donc donnons-lui sa chance. Et je veux croire que... parce que c'est ça aussi l'intelligence des situations. Même si on peut considérer, c'est ce que certains pensent, qu'il n'est pas au mieux préparé pour cette tâche, on peut considérer qu'il peut apprendre vite. Et on peut considérer qu'il a très vite compris l'équation très compliquée qui était la sienne. Et je fais partie de ceux qui ont toujours pensé, ça a toujours été ma thèse, que le pouvoir imposait la métamorphose. Je l'ai constaté avec Jacques Chirac. Jacques Chirac, la veille de l'élection présidentielle en 1995, n'était pas le même homme le lendemain. J'ai rêvé que la métamorphose puisse jouer un peu plus en ce qui concerne mon ami Nicolas Sarkozy. Mais bon, on ne peut pas tout demander. Et j'ai rêvé aussi, parce que j'ai pensé que Emmanuel Macron était capable de cette métamorphose, qu'elle aurait lieu un peu plus également. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. La réalité est ce qu'elle est. La transition est encore une fois toute trouvée. Vous parliez de Nicolas Sarkozy. Dans votre livre programme de 2012, Seul le devoir nous rendra libres, vous proposiez plusieurs solutions pour répondre à la crise de la démocratie ainsi qu'à la défiance d'un nombre grandissant de citoyens vis-à-vis de l'efficacité des institutions. Vous évoquiez alors l'introduction d'une dose proportionnelle ainsi qu'un recours accru au référendum. Ces mesures sont-elles encore pertinentes aujourd'hui, en particulier dans le contexte d'instabilité politique qu'on vit depuis ces derniers mois ? Alors, moi, j'ai une conviction en matière institutionnelle. Mais croyez-moi, je ne suis pas prêt d'en changer. C'est qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Nous avons, rien que dans les constitutions que nous avons expérimentées, depuis l'origine, depuis 1989, eu 14 constitutions. Je ne parle pas de celles qui n'ont pas été appliquées. Donc, on a la bougeotte constitutionnelle. Un pays ne peut pas vivre avec cette terrible maladie de la constitutionnalité. C'est une maladie mortelle, parce que ça veut dire la crise de régime tous les 4 matins. Bon. Donc, il faut se stabiliser. On a une constitution qui a fait ses preuves. Aux hommes de s'y adapter, et je pars du principe que si le général de Gaulle et François Mitterrand, l'auteur du coup d'État permanent, qui n'a pas été tendre pour la Constitution de 1958, ont pu faire vivre ces institutions, eh bien, c'est que cette Constitution est une bonne Constitution. Alors qu'on prévoit des transformations, des évolutions pour prendre en compte un certain nombre de leçons, d'évolution de la société. Pourquoi pas ? Mais il faut le faire avec mesure. On n'obtiendra pas d'effet miracle. Et je pense même qu'avec le scrutin proportionnel, nous aurons peut-être aussi des mauvaises surprises. Et qu'on se dira, on aurait mieux fait d'essayer de passer le mauvais quart d'heure, parce qu'au moins, on savait ce qu'on avait. Donc, le miracle constitutionnel, l'idée d'un calcul qui tout à coup permet de tout régler, non. Les mécanismes ne règlent rien, la pratique fait qu'il
les hommes sont capables de faire évoluer, de transformer par la pratique. Permettez-moi de mentionner une pratique qui a complètement dévoyé le système de la Ve. C'est la relation entre le Premier ministre et le Président de la République. Depuis 2007, le Premier ministre est devenu un collaborateur du Président, mais c'est une aberration. Le premier intérêt du Président, c'est d'avoir un Premier ministre qui ait son existence propre, selon la règle et la tradition de la Ve République, qui est le Premier ministre sert de fusible. Les choses vont mal, il faut trouver un responsable. C'est le b.a.-ba de la politique. Sans quoi, c'est le président qui paye comptant. Et là, nous sommes, depuis 2007, dans une situation où chaque fois que quelque chose va mal, on se tourne vers l'Élysée. Donc, à diminuer son Premier ministre, le président de la République a fait un choix tout à fait regrettable. Et donc, il faut revenir à une pratique. Et c'est pour cela que le premier intérêt d'Emmanuel Macron, au lendemain de cette dissolution, c'est de revenir à la pratique normale. Celui qui a intérêt aujourd'hui à une cohabitation, y compris dure, mais forcément respectueuse et républicaine, c'est Emmanuel Macron. Ça veut dire que son Premier ministre portera la responsabilité de la politique qui sera mise en œuvre, et le président de la République, dans le domaine qui est le sien, et il n'est pas mince, les nominations, le domaine réservé, la possibilité de parler aux Français, le référendum, eh bien, remplira lui-même ses fonctions. En quelque sorte, la Constitution et cette séparation entre l'Élysée et Matignon permet au président de donner le meilleur de lui-même sans nous faire courir le risque de la crise de régime. La confusion des deux têtes, la diarchie, elle introduit un paramètre d'amalgame, un paramètre de surenchère possible dans la détestation de nos institutions contre le président de la République, qui prend alors l'entière responsabilité de tout ce qui se décide. Et donc la détestation et la colère cristallisent sur une seule tête. Je trouve ça très mauvais. Je reprendrai pour terminer la formule de Jacques Chirac, qui en matière de formule n'était pas dépourvue. Il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Et ça, tous les chefs d'entreprise devraient s'en souvenir. Tous les présidents de la République devraient l'inscrire au fronton de leur chambre en se levant le matin. S'il y a autre chose qu'il faudrait écrire sur le fronton de nos chambres, c'est peut-être la lutte contre l'écologie. Et je sais que beaucoup dans cette salle sont préoccupés. La lutte pour l'écologie. Pour l'écologie, pardon. Beaucoup dans cette salle sont préoccupés, voire extrêmement angoissés vis-à-vis de la question écologique, et en particulier des conséquences de plus en plus visibles du dérèglement climatique. Toutefois, cette éco-anxiété a du mal à être transcrite à l'échelle nationale dans des mesures fortes. En 2012, vous étiez favorable à la mise en place d'une éco-fiscalité, vous parliez même de sobriété. Lorsqu'on entend les responsables de droite actuels ou même dans le camp présidentiel, ils ne semblent pas prendre la mesure de l'urgence de la situation. Le mot sobriété en fait encore sauter plus d'un au plafond, et la multiplication des rapports alarmants du GIEC n'y change rien. Ma question est simple, que faire ? Alors, vous avez de la chance, je suis le seul homme politique français qui ait jamais écrit un roman sur les questions du réchauffement et sur les questions de l'écologie. Je ne vous invite pas à le lire, parce que c'est un mauvais livre, mais je crois que c'est une des questions évidemment fondamentales, et c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit souvent en parlant d'écologie, c'est pas du tout une question qui doit être vue seulement sous l'angle punitif. Je dirais même au contraire. Nous avons l'exemple des États-Unis à travers l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui ont réussi à recycler des centaines de milliards au service de la décarbonation de leur propre économie. Donc la question, et c'est celle que pose Mario Draghi, même si lui privilégie la bataille de la compétitivité, c'est comment on met au service de la décarbonation de l'économie, qui va mobiliser des milliards et des milliards, des moyens qui vont être en même temps un moyen de moderniser nos économies, de développer nos technologies, de développer nos industries et de transformer nos sociétés. Donc on voit bien que c'est un pari formidable. Ce n'est pas un pari négatif, ce n'est pas un pari punitif. C'est quelque chose qui, depuis les élèves du primaire jusqu'à les EHPAD, peut faire l'unité de la société française. Ce combat, c'est un combat qui doit nous mobiliser tous.
La question, c'est comment on enclenche ce cercle vertueux. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas su aligner les idées. On a mis en place des taxes qui très vite sont apparues comme mettant en danger certaines professions. Les agriculteurs et d'autres y ont vu un chiffon rouge parce qu'évidemment leur modèle économique était mis en danger. Donc il y a un immense travail à faire sur le plan économique. Je crois vraiment que la pensée économique doit en faire une priorité de sa recherche. Il y a un immense travail à faire du côté des administrations. Et l'administration, elle est lente à se mettre en marche. On n'a pas forcément toutes les capacités aujourd'hui suffisantes pour penser une administration à l'heure verte. Et il faut arriver à le faire. Et il faut être capable de mobiliser la communauté internationale et toutes les entreprises et des moyens financiers internationaux pour cela. J'avais suggéré il y a un certain nombre d'années, et Chirac y avait pensé évidemment aussi, à créer une organisation mondiale de l'environnement pour avoir un fer de lance. Et nous pourrions parfaitement, dans le système des Nations Unies, de la même façon qu'on se mobilise contre la pauvreté, qu'on se mobilise pour les réfugiés, avoir une organisation mondiale de l'environnement qui mette en pratique dans la vie des États et dans la vie quotidienne tout cela. La COP a fait un travail formidable, à bien des égards, pour mobiliser tous les réseaux. Les villes, les entreprises, les PME, les associations, les citoyens. Il faut maintenant passer à une étape supérieure. Et là, oui, la politique, dans la mise en forme de cette capacité à faire vivre l'économie verte, à faire vivre la grande bataille pour l'environnement, elle a un immense défi à relever. Alors, je vous donne un exemple de ce qui est intéressant. C'est que cette mobilisation, elle ne peut pas se faire sans phasage. Les Allemands, dans leur grande candeur, ont cru que du jour au lendemain, il pourrait se passer du nucléaire. Et on voit, pour l'économie allemande, la catastrophe que ça a représenté. Parce que, évidemment, si vous avez de l'éolien en mer dans le nord de l'Allemagne, il faut le faire venir dans le sud de l'Allemagne. Ça suppose des constructions, des pipes absolument gigantesques. C'est des sommes considérables. Donc moi, je n'exclus pas complètement que le bon sens paye et que un jour, et peut-être pas dans très longtemps, des grands partis allemands se posent la question de savoir s'il ne faut pas revenir au nucléaire. Et cette question, qui est évidemment des questions difficiles, et évidemment parlant d'écologie, pour certains et pour de nombreux passionnés d'écologie, parler du nucléaire, c'est un tabou absolu. Mais enfin, les économies propres, l'énergie propre, ce sont des réalités. Donc nous avons des choix à faire. Et le grand choix que nous avons à faire, c'est dans quel ordre nous faisons les choses. C'est comme en matière diplomatique. La diplomatie, c'est une question de calendrier, de phasage, d'ordre. L'écologie, c'est pareil. Dans quel ordre on fait les choses? Quelle est la première étape? Quelle est la deuxième étape? Quelle est la troisième étape? Pour que finalement tout le monde soit attelé à la transformation de notre économie. Notre modèle économique reste un modèle très archaïque en matière énergétique, très archaïque en matière industrielle de ce point de vue-là, notre modèle d'habitat, et nous devons le transformer, mais nous ne pouvons le transformer que de façon graduée. Regardez la décision qu'a prise la Commission d'interdire les voitures traditionnelles à une certaine date, 2035. Bon. Et puis tout le monde constate que finalement, ça ne sera pas respecté. Donc un phasage sérieux, un phasage réaliste qui ne casse pas les filières économiques, mais qui permette à chacun de s'organiser pour que cette bataille puisse être réussie pour tout le monde. Nous arrivons bientôt au terme de cette conférence. Vous avez en partie devant vous la nouvelle promotion d'ingénieurs centraliens, du moins je l'espère. Avant de répondre à leurs questions... Que je salue. Avant de répondre à leurs questions, quel message, conseil leur donneriez-vous ? Évidemment, être d'une grande école et par ailleurs être des scientifiques, parmi ceux qui comprennent la complexité de nos sociétés, c'est un atout considérable que vous avez. Et donc, vous allez avoir des choix très prosaïques à faire à la sortie de votre école. Des choix de construction de carrière, des choix de vie. Qu'est-ce que vous mettez en premier? Devenir milliardaire dans 5 ans, dans 10 ans? Construire une vie qui vous permettra de répondre à des idéaux qui sont conformes à ceux que vous aviez quand vous aviez 15 ans? Tous ces choix sont extraordinairement compliqués. Ma conviction, c'est que la vie, c'est choisir, bien sûr,
Mais c'est aussi accepter que, étape par étape, on découvre ce pourquoi on est fait. Et tous ici, vous aurez le privilège que j'ai eu dans ma génération, mais qui n'a pas été donné à tout le monde, de changer de vie plusieurs fois. On peut commencer sa carrière comme diplomate, la terminer comme collectionneur d'art ou passionné de culture. On peut commencer sa carrière en créant une start-up technologique ou dans une grande entreprise et la terminer dans une grande association. C'est ça la magie du monde d'aujourd'hui. Et ce que je souhaite, c'est que vous vous donniez la liberté d'en profiter. Parce que c'est ça la vraie liberté. C'est de ne pas suivre des schémas tout faits, de ne pas suivre le schéma familial, de ne pas suivre le schéma social. Tu feras ceci, tu feras cela, t'épouseras machin, et puis après tu verras, tu seras très heureux, tu auras 3 enfants, et quand tu lèveras le nez, tu auras 50 ans et la vie sera finie. Non, la vie se construit étape par étape, et j'espère pouvoir vous montrer aujourd'hui que même à 70 ans, on peut encore avoir la pêche. Alors, il ne vous a pas échappé, parce que la politique est un puits sans fond, mais plein de tiroirs, que c'est un compliment que je ne faisais pas à moi-même, c'est un compliment que je faisais à Michel Barnier. Parce que c'est ça le message que je veux vous passer. Juste avant de conclure cette conférence, j'ai une petite dernière question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous intervenez pour la première fois à la Fête de l'Humanité ce week-end. Et au détour d'une question, vous avez répondu « Vous savez, je suis un ancien de la vie politique ». Fallait-il interpréter le léger sourire qui accompagnait cette phrase comme une possibilité de vous revoir bientôt sur le devant de la scène politique ? Alors, vous avez beaucoup de chance de me revoir pour soutenir des idées auxquelles je crois, des convictions auxquelles je crois, des idées que nous ne sommes pas nombreux souvent à porter, mais je le dis et le redis fortement, mon envie, ma passion, mon moteur, c'est la transmission. Parce que c'est ce qui, aujourd'hui, et je crois, ce que je peux faire de plus utile. Alors, il y a 1000 façons de transmettre, et vous comprendrez que ma réponse n'en est pas tout à fait une. Pas tout à fait une. Nous arrivons donc au terme de nos questions. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, pour ce temps d'échange. Nous vous proposons maintenant, comme à notre habitude, de prendre quelques questions dans le public. N'hésitez pas à vous manifester auprès des staffeurs, ils vous apporteront un micro. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Vous avez mentionné au cours de vos propos à la fois un certain souci des banlieues et une crainte vis-à-vis de la résurgence, notamment du Rassemblement national. Ma question est la suivante. Est-ce que vous considérez avoir une part de responsabilité dans le malaise des banlieues et dans la résurgence du Rassemblement national, aussi bien par votre réponse aux émeutes de 2005, notamment par la déclaration de l'état d'urgence, et en n'ayant pas suffisamment lutté contre un président qui est arrivé en 2007 pour représenter une forme de droite un peu moins populiste? Alors merci de votre question. La vérité m'oblige à dire qu'il y a des mots qui font totem. Et c'est le cas de la déclaration d'état d'urgence. Qu'est-ce qui a guidé ? Et vous avez raison de le rappeler, c'est moi qui ai décidé l'état d'urgence et qui ai convaincu Jacques Chirac qu'il fallait prendre cette décision. Nicolas Sarkozy était contre et Jacques Chirac était réservé. Donc c'est moi qui ai défendu cette idée. Pourquoi ? Parce que nuit après nuit, nous observions la prise de risque dans nos banlieues pour un certain nombre de jeunes, l'épuisement de nos forces de l'ordre qui étaient mobilisées 24 heures sur 24 pour faire face à des émeutes et des pillages dangereux, avec une exaspération très forte de cette jeunesse qui s'explique pour des tas de facteurs sociaux, économiques, scolaires, identitaires, et qu'il fallait traiter et que je me suis efforcé
de traiter dans la période très courte qui m'a été impartie après, y compris avec le CPE qui n'a pas été compris comme je l'ai rappelé. Donc la déclaration d'état d'urgence, c'est une déclaration qui a permis qu'il n'y ait aucun mort dans la jeunesse française. Et de ce point de vue, si vous vous reportez aux émeutes identiques qui ont pu se produire dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, vous verrez que ce n'est pas le même bilan. Donc oui, la mobilisation qui a été la nôtre, et qui a été celle que nous avons défendue avec le ministre de l'Intérieur en matière d'autorité de l'État et de sécurité, a choisi de poser un cadre qui était un cadre protecteur et absolument pas répressif. Le meilleur exemple, c'est que tout le monde s'accorde à dire, et c'est la vérité, c'est que nous avons utilisé dans très peu d'endroits l'état d'urgence et à travers très peu de dispositions. Et uniquement pour éviter ce qui peut intervenir dans ces situations, c'est-à-dire les dérapages. Donc, on ne peut pas faire de l'état d'urgence un symbole d'un État autocratique qui aurait voulu priver de liberté, et nous l'avons levé dès que cela a été possible. Et le seul souci qui nous a conduit et qui m'a conduit à le défendre, c'était le souci de la vie de ces jeunes et de la prise en compte de la difficulté dans laquelle intervenaient nos forces de l'ordre. Sur le fond, malheureusement, ce n'est pas en un an, c'est-à-dire dans la période qui a suivi à Matignon, que vous pouvez régler ce type de problème. J'ai posé par contre des problématiques. J'ai travaillé avec ces jeunes. J'ai travaillé avec un certain nombre de représentants de ces quartiers pour essayer de faire avancer. De ce point de vue-là, c'est vrai, la mémoire de l'État fait qu'il n'y a pas suffisamment de continuité. Et pour prendre une idée toute simple, ce qui était celle de la police de proximité qui avait été très décriée, mise en place à l'époque par les socialistes, et qui a été en partie reprise dans la période où j'étais ministre de l'Intérieur, et à mon avis qui aurait dû être une des leçons, comme elle avait été souvent pratiquée, c'est-à-dire d'une politique déambulatoire dans les quartiers, mais beaucoup plus une politique qui aurait eu à s'investir sur un certain nombre d'actions. On lui a reproché à l'époque de jouer au foot avec les jeunes, et ce n'était évidemment pas le rôle de la police. Donc je pense que ce sont des affaires de long terme. On avait réussi dans cette période avec Jean-Louis Borloo à relever le défi, et Gérard Larcher a relevé le défi, notamment des problèmes d'urbanisme. On n'a pas été assez loin parce que l'un des grands enjeux dans le quartier, c'est d'éviter la ghettoisation. Si vous mettez des populations homogènes ensemble dans les quartiers sans jamais leur donner une chance de se mêler, si dans les écoles vous avez la même concentration de représentation issue de l'immigration, eh bien évidemment ça ne donne pas les résultats scolaires que vous pouvez espérer. Donc de ce point de vue-là, les choix de la société française, à mon avis, n'ont pas été suffisamment ambitieux, et c'est ce qu'il faut reprendre, même si je vois bien que nous sommes dans une époque où le tout répressif a davantage de succès, et si l'on veut considérer que tout peut être traité par le sécuritaire, par l'identitaire et par l'autoritaire, ce qui est loin d'être ma conviction, même si je fais partie de ceux, comme gaullistes, qui pensent que l'autorité de l'État n'est pas négociable. La sécurité, c'est la première des libertés, mais ça n'interdit pas de penser la réalité des sociétés, la réalité des mœurs, l'évolution des peuples, et ça, je crois, ça fait partie aussi de l'obligation des dirigeants. Alors moi, j'ai une question. À votre avis, est-ce que l'Union européenne, arrivera-t-elle un jour à émerger comme un acteur géopolitique puissant et indépendant? Et par indépendant, je veux dire qui n'est plus vu et qui ne se voit plus comme le junior partenaire des États-Unis. Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors vous avez souligné, là, pointé du doigt, un des grands enjeux pour la France et pour l'Europe. Un enjeu majeur, et il faut rendre sur ce point hommage au président Macron d'avoir mis en avant cette vision d'une Europe souveraine, d'une autonomie stratégique de l'Europe, et d'avoir voulu mener ce combat. Force est de constater qu'il n'a pas eu les partenaires, et que la réponse de l'Allemagne en particulier n'a pas été à la hauteur de ce que nous espérions, et que l'esprit de l'Europe aujourd'hui n'est pas suffisamment branché sur cela, toute la partie est de l'Europe étant d'abord soucieuse de garder ce lien
extrêmement puissant, j'allais dire cette tutelle même des États-Unis sur l'Europe, qui fait que la défense de l'Europe est assurée par l'OTAN et que le pilier européen est incroyablement faible et qu'une grande partie des dépenses militaires de l'Europe sont dépensées en armement aux États-Unis, alors qu'ils devraient être mis au service de la défense d'une industrie européenne de défense. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a un enjeu gigantesque et on ne peut pas espérer vivre entre ces deux superpuissances qui vont constituer l'évolution du monde, l'avenir du monde, les États-Unis et la Chine, si l'Europe n'est pas capable de s'affirmer de manière indépendante sur la scène internationale. Et pourquoi des pays du Sud global s'adresseraient-ils à l'Europe si la décision doit être prise à Washington? Donc là, il est bien évident que cet enjeu d'indépendance, de souveraineté politique et sa traduction sur le plan militaire et économique sont tout à fait considérables pour notre avenir. Ça fait partie des débats qui sont malheureusement pas assez posés à l'échelon de l'Europe. Le débat existe sous un aspect formel, mais trop peu d'États en sont conscients. Et je pense que l'élargissement de l'Europe, tel qu'il est prévu, 32, 34, les Balkans et d'autres États, ne va qu'aggraver encore la situation. Ça va encore davantage renforcer ce lien de dépendance. Moi, j'avais été très frappé, puisque j'étais aux premières loges en 2004, au moment d'un des élargissements précédents, quand j'ai constaté que la plupart des États rentraient dans l'Union européenne, en fait, par souci de raffermir leurs liens avec l'OTAN, et que le premier objectif qui était le leur, c'était l'OTAN, bien plus que l'Union européenne, même si l'Union européenne avait sa traduction économique. Mais dans leur esprit, c'était la protection, le parapluie donné par les États-Unis, qui était la première demande. Alors on peut le comprendre. Au sortir de l'expérience soviétique, après la chute du mur de Berlin, on comprend que ces pays avaient comme première angoisse la question de la sécurité et la question de leur indépendance. Mais depuis, l'Europe s'est émancipée, l'Europe a montré sa capacité à passer un certain nombre d'étapes. Et bien, je pense que la prochaine étape, la grande prochaine étape, c'est pas seulement le marché des capitaux, même s'il est important, défendu par Mario Draghi, mais c'est surtout ce projet qu'a formulé Emmanuel Macron, mais qui reste malheureusement trop un vœu pieux, qui est celui de la souveraineté européenne et d'une autonomie stratégique. Bonsoir Monsieur de Villepin, donc déjà merci pour cette soirée. Vous l'avez évoqué, la France a eu une voix singulière, vous avez vous-même incarné cette voix singulière. C'est une voix qui a notamment été très proche de celle de la Russie, tout au long du XXe siècle, dans l'Union soviétique, et qui, on peut l'arguer aujourd'hui, a un peu diminué. Pensez-vous que la France peut retrouver cette place singulière dans le concert des nations, et surtout, comment pourrait-elle le faire? Alors, tout est une affaire d'ambition politique, diplomatique, et tout est une affaire aussi de puissance. Parce que vous le savez, la voix d'un pays est corrélée en partie, en grande partie, pensent certains, est corrélée à sa puissance économique, à la force de sa société, la vitalité de sa société, à son rayonnement culturel. Tous ces facteurs pèsent très lourd. Mais je fais partie de ceux qui pensent que la France, justement, avait réussi à obtenir une certaine décorrélation. C'est-à-dire que nous pouvions peser davantage dans le monde que le strict poids de notre économie ou de nos seules capacités militaires. La singularité de la France, c'est notre présence comme membre permanent du Conseil de sécurité, c'est la force de dissuasion française, c'est tout l'héritage gaulliste. C'est évidemment nos capacités économiques et un héritage culturel formidable. Mais c'est aussi, dans le monde d'aujourd'hui, la capacité que nous avons à unir notre nation. Une nation divisée, c'est une nation affaiblie. Les images des Gilets jaunes, elles ont fait le tour du monde. Et dans beaucoup de pays, on s'est gaussé des images des destructions qui étaient faites à l'étoile, donnant l'image d'un pays qui était sous le feu et sous la violence. Donc, tout cela, ça fait un pays. Mais je pense qu'il y a quand même
la possibilité de hausser notre présence dans le monde par la diplomatie, par l'engagement de la France sur un certain nombre de grands enjeux qui n'intéressent pas grand monde. Vous savez, il y a toute une série de problèmes du monde qui vont peser dans les prochaines années et qu'on a toujours intérêt pour le monde à soulever les premiers. Je vous donne un exemple d'un conflit sous-jacent dont on parle encore peu, même si le drame éthiopien et les centaines de milliers de morts qui ont eu lieu tout au long des dernières années ont évidemment agité les consciences. Mais vous avez aujourd'hui l'Éthiopie pour l'écouter dans l'Égypte voisine. Parce que l'Égypte a un gros contentieux avec l'Éthiopie sur la question du Nil. L'Éthiopie ayant fait un barrage, et comme vous le savez historiquement depuis les pharaons, le Nil c'est sacré. C'est le limon, c'est les récoltes, c'est tout l'équilibre de la société égyptienne. Et si vous avez un pays qui est capable avec un barrage de régler la quantité d'eau qui passe, eh bien évidemment c'est un énorme péril. Donc l'Éthiopie s'intéresse de près à la situation et au contentieux avec la Somalie. Et c'est comme cela que tout à coup vous avez un conflit régional qui naît, une déflagration qui naît, une région qui s'embrase et tout le monde est très vite dépassé. C'est ce qui s'est passé avec le Soudan. Vous avez deux factions, deux généraux félons qui se battent l'un contre l'autre. Alors vous avez les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite qui choisissent un camp, les autres choisissent un autre camp, et tout le monde mis sur un cheval avec l'idée que les ressources du pays, et il y a notamment le pétrole au Soudan, eh bien pourront leur bénéficier. C'est exactement le piège dans lequel nous sommes tombés en Libye. Libye divisée, avec d'un côté le général Haftar, de l'autre côté le gouvernement dit légal, avec deux assemblées et des richesses tout à fait considérables, et les pays de la région se répartissant eh bien, l'influence dans ces États. Vous voyez bien que ce système de prédation diplomatique internationale, où les États rentrent dans les conflits pour prendre leur part de gâteau, c'est exactement ce qui se passe aussi au Congo. Cette logique prédatrice, elle est tragique. Et il n'y a que la diplomatie qui peut renverser ces situations pour à un moment donné poser la question de l'intérêt général de ces États, l'intérêt général des populations. L'ONU devrait faire ça, mais la voix de l'ONU est totalement paralysée par le veto au Conseil de sécurité. Eh bien moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est le rôle de la France. La France devrait s'engager davantage sur tous ces conflits que nous considérons très souvent comme périphériques et où nous pouvons avoir une voix. Mais c'est vrai aussi de la Birmanie, c'est vrai du Yémen, c'est vrai de toutes ces situations, parce que nous voyons les conséquences chez nous. Et alors on se plaint, on dit mais tiens, on a trop d'immigrés afghans, on a trop d'immigrés libyens, on a trop d'immigrés du Sahel ou de l'Afrique noire. Mais si nous nous battions un peu plus pour faire en sorte que la paix règne dans ces États, eh bien nous n'aurions pas autant d'immigration. C'est les malheurs du monde qui font l'immigration. Et de ce point de vue-là, si nous menons le combat là où il faut le mener, c'est-à-dire à la source, dans les pays où les crises ont lieu, eh bien notre diplomatie serait véritablement fidèle à la vocation qui doit être la sienne. Donc vous le voyez, j'ai une immense idée de la diplomatie française. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais je sais que nous avons des diplomates qui rêveraient de pouvoir relever ce défi. Merci beaucoup Dominique de Villepin pour votre présence ce soir qui nous honore. La conférence est désormais terminée. Pour celles et ceux qui sont intéressés donc par l'association et par les conférences, vous pouvez éventuellement scanner les QR codes qui apparaîtront sur les grands écrans pour venir nous rencontrer cette semaine. Merci à toutes et à tous. La sortie se fera exclusivement par le haut de l'amphithéâtre à travers les